Bonjour, ici Olivier Hubert-Benoît. Vous écoutez Pas sorti du bois, édition spéciale bière et jerky. Mettez votre Switch à Gringo à on. Ça commence maintenant. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en fait de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur barre Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué PASSORTIDUBOIS en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 28, déjà 28. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Olivier Hubert-Benoît. Salut Olivier. Salut Yannick. Comment ça va? Très bien, toi, et merci beaucoup de l'invitation. Écoute, ça fait plaisir. Élève un peu, on va voir ton t-shirt parce que là, tu es un digne représentant du Gringos Running Club. Et Yes. voilà. Ouais, oui. Je n'ai parlé avec Marie-Ève la semaine passée. T'es membre, t'es fondateur en fait du Gringos Running Club. Tu es aussi un aventurier, un triathlète, un coureur d'ultra. On aura l'occasion de jaser de tout ça. C'était supposé être un programme double, back-to-back, 2 épisodes consécutifs du Gringos. Mais là, il y a un certain Jean Fortier du QMT qui est venu faire des grosses annonces. Puis il est venu se squeezer dans un épisode spécial que je vais diffuser, que j'ai diffusé dimanche dernier. OK. Bref, c'est un spécial programme double Gringo avec Jean qui vient popper entre les deux, mais c'est le fun de recevoir deux membres du club. Mais, Je suis sûr que Jean, il y a un côté gringo. Là. ouais, exactement. On l'a tout un peu, je pense, à force. Puis on aura l'occasion de jaser d'où ça vient, ce terme-là. Marie-Ève en a parlé un peu, mais elle t'a comme laissé la place pour que tu puisses l'expliquer, sachant que je te recevais une semaine plus tard. Donc, on aura l'occasion de jaser de tout ça. Tu reviens aussi d'un trip assez fou, une aventure sur le sentier des Jésuites ou le sentier maître Inou. Ça aussi, j'aimerais ça qu'on commence avec ça. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, tu l'as dit en introduction, c'est un spécial bière et jerky. Présente-moi qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu bois. Pour commencer, spécial jerky, mon ami Pascal Gagnon-Lefebvre qui vient de partir. Jerky, là, j'ai tout arraché l'étiquette, j'aurais dû la garder. Je l'ai déjà entamé, j'avais trop hâte. C'est ça, simplejerky.ca qui vient de partir ça dans le coin de Bromont, fait qu'un bon petit jerky artisanal, bien assaisonné. Je l'ai apporté dans ma randonnée, justement, dans le Sentier des Jésuites, puis c'était vraiment un élément qui apporte un peu de chaleur dans tout ça, là. Ah oui, c'est important, je pense, dans des trips comme ça. Autant les gens qui font des ultra courtes distances, longues distances ou des aventures comme toi de plusieurs jours, je pense que c'est important de m'emmener à travers le plan nutritionnel de se gâter un peu puis se donner un peu de bonheur olfactif parce qu'à un moment donné, juste manger des gels puis des affaires salées puis tout, il faut contrebalancer ça avec du sucré puis il faut se faire plaisir. Oui, exact. On a pas mal du sucré, salé. Ça joue tout le temps dans ces tons-là, là, mais le jerky avec un peu de poivre dedans comme ça, là, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien, puis ça change la gueule, comme on dit. Ah, puis j'en doute pas, il doit y avoir des coureurs d'ultra, des coureurs en sentier, des coureuses, peu importe, qui mangent du jerky. Moi, j'ai Catherine Lemay qui m'avait dit que son triomphe à Arikana, elle l'a fait en mangeant des crottes de fromage. Je trouve ça toujours drôle de voir c'est quoi les petits ingrédients secrets des coureurs, des coureuses, parce que on a un peu de tout. Hein. Il y a ce qui est sur papier, ce qui est bon, des gels, des barres protéinées. Puis à un moment donné, il y a qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis je suis sûr qu'on a du monde qui mange du jerky en courant. Ouais, ben là, on s'entend. Tu sais, là, quand c'est les longues randonnées, tu sais, quand t'es longtemps dans le bois, là, tu sais, c'est certain, si tu fais un sprint, le jerky, peut-être qu'il n'y a pas sa place, là, mais tu sais, côté montagnard, ça fait longtemps, 2-3 jours, tu es dans le bois, là, je vais dire que c'est pas mal la best collation. C'est clair. Écoute, moi, je t'accompagne dans le jerky, je te l'ai dit, moi, tu m'en as offert, puis je te remercie. Moi, je suis végétarien, fait que je suis plate de même. J'ai quand même allé me chercher du jerky
vegan. Pour vrai, j'étais un gros fan de jerky avant d'être végétarien. Puis quand j'ai découvert ces produits, il y en a un peu partout, plein de sortes. Là. Je ne suis pas là pour faire des plugs. De toute façon, ce n'est pas une compagnie québécoise, que ça ne vaut pas la peine. Mais, mais il y en a du super bon jerky vegan. J'accompagne ça d'une stout espresso de la microbrasserie Menot. Menot dans Charlevoix. Donc, gracieuseté de mes amis de la boutique Cheers qui, semaine après semaine, me fournit en bière pour mes épisodes. Donc, merci boutique Cheers. Jean de Montréal, c'est pour vous, les boutiques Cheers. J'en ai plusieurs qui m'écrivent « Hey, j'ai essayé ça après t'avoir entendu en parler, puis c'est cool. » Ils te livrent ta bière directement chez vous. Donc, allez voir leur site boutique Cheers. Toi, qu'est-ce que tu bois, Olivier? Moi, j'encourage ma brasserie Alpha de Québec, qui sont aussi un bon partenaire pour les gringos. Là. Puis, j'adore tous leurs produits. J'en ai même amené 2 ce soir. Fait que j'ai dit, yes, si on fait un concours, là. Je pense que je vais y aller avec la Squamish pour commencer. Excellent. Squamish. Puis en plus, c'est drôle parce que la semaine passée, j'ai lancé de quoi sur Instagram. J'ai dit au monde, c'est quoi votre bucket list de courses? Je pense qu'à ma grande surprise, les classiques UTMB, tout ça sont revenus. Mais une des courses qui est canadienne en plus, c'est cool, qui est revenue le plus souvent, c'est Squamish 50, une course dans l'Ouest organisée par Gary Robbins. Ceux qui connaissent Gary Robbins ou la Barclay Marathon, c'est le gars qui a terminé à 6 secondes d'être un finisher de la Barclay. Il y a une vidéo là-dessus, tapez son nom. Mais Squamish 50, ça écoute, t'es pile dans le thème avec ta bière Squamish. On dirait que tout est dans tout. Nice. Fait que, maintenant, tombons dans le vif du sujet. Parle-moi un peu de toi. Tu as un parcours hyper diversifié. Je l'ai dit au début, là, j'ai mis des étiquettes là-dessus, coureur, aventurier, triathlète. Tu as fait un peu de tout. Parle-moi de ton parcours sportif, plein air, aventurier qui t'a mené à te lancer dans des aventures comme celle dont tu reviens tout juste, tu sais, dans 10 jours, 280 km. C'est impressionnant, mais je pense pas que tu t'es levé un matin et tu te dis, je me lance là-dedans. C'est quoi le build-up qui a mené à ça? Oh, man, c'est tout qu'un parcours. Là. Écoute, tu as 2 bières, hein? Tu m'as dit que tu as 2 bières, on a le temps. Non, tu sais, j'ai un côté fort aventurier, là, / gringo, fait que j'aime vraiment essayer bien des choses. Puis dans mon profil, c'est ça, j'étais un essayeux, fait que j'ai essayé bien plein des affaires. Mais la course en sentier, ça a tout le temps été l'élément, tu sais, de l'entraînement de base un peu, tu sais. Puis jeune, c'est certain que j'ai joué au hockey. Dans le hockey aussi, j'ai eu la branche entraînement aussi, course à pied. Puis j'ai pensé à ça justement cette semaine. Les premières influences de course à pied que j'ai eues, c'est vraiment le hockey puis le tournoi Pee-Wee. Il y avait des jeunes de Kharkov, je sais pas quel âge que tu as, mais le tournoi Pee-Wee de 92. Écoute, regarde, il y avait des Ukrainiens qui avaient débarqué. OK. Puis, eux autres, le matin, ils allaient courir un 10 km. C'était dans leur routine. Ah ouais. Puis quand j'avais vu ça, j'avais été complètement estomaqué. Là. J'avais pas. Nous autres, le hockey, là, c'est. Tu joues au hockey, tu te pognes une barre de chocolat. Regarde, c'est pas. On n'avait pas comme cet esprit-là. Puis quand je les avais vus, comme de fait, ils avaient complètement. Ils étaient ben trop forts, les gars. Là. Ils étaient surentraînés. C'était vraiment des machines. Là. Et puis, cette équipe-là de Kharkov, c'est ça, me semble, c'était Kharkov, Ukraine. Ils m'ont vraiment inspiré à dire, OK, non, entraîne-toi. Puis le hockey, c'est une chose. La course va te donner le cardio. Oui. Puis dans tout le sport que j'ai fait après, j'ai tout le temps eu un côté de course. Là. OK. Puis là, on voulait dire aussi, le côté aventurier, ça, je l'ai tout le temps eu. Fait que de partir dans le bois, jeune, que ce soit avec mes cousins, j'avais déménagé jeune à Sainte-Brigitte de Laval, ça a été un peu l'élément initiateur d'arriver dans cette espèce de bois-là montagneux qui ressemble un peu à Stoneham et compagnie. Ben oui. Puis tu te prends une trail, puis tu cours là-dedans. Puis à un moment donné, j'avais demandé une carte topographique à mon père puis une boussole pour commencer à explorer, sortir des sentiers, puis commencer à comprendre carte, puis faire mes propres, sorties en autonomie, puis en orientation, parce que tu fais beaucoup d'orientation aussi, je pense.
Ouais, je l'ai tout le temps eu en dedans de moi. Peu importe l'époque les moments de ma vie, j'en ai fait moins, j'en ai fait plus. Mais jeune, j'ai eu un attrait pour ça. Et puis, à titre d'exemple, j'ai une fille de 11-12 ans là, qui me rappelait un peu, on se rappelle tout le temps qu'est-ce qu'on faisait à cet âge-là. Puis c'est drôle, je viens de parler de Sainte-Brigitte de Laval, mais je venais de déménager dans ce coin-là. Puis je m'étais lancé là, avec carte et boussole, sortir de chez nous. Puis là, à ce temps, les enfants sont comme vidéo, sont durs à sortir. Là. Ben moi, tabarouette, ça m'apprenait. C'était plus de me rester dans la maison qui était compliqué. Là. Qui est une bonne chose. Qui est une bonne chose. Fait que le côté aventurier, je l'ai eu. J'ai eu cette piqûre-là jeune, puis l'apprentissage des cartes et tout ça. Là. Ah, c'est cool parce que ton parcours il est vraiment diversifié. Puis, moi, je dis toujours que je ne prépare pas mes entrevues. Ça reste que souvent, je dis plus que je m'imprègne de mes invités, que je prépare les entrevues. Je vais lire des articles sur les gens, sur ce qu'ils ont fait. Je vais voir un peu sur les sites de résultats. Puis j'ai comme découvert un peu tout ce que tu as fait, puis ça pitch dans tous les sens. Puis je le dis pas de manière péjorative, au contraire, ça pitch dans tous les sens parce qu'il y a une belle diversité. Je veux dire, tu as des marathons, un marathon 3h12, le commun des mortels autour ici qui écoute l'épisode 3h12, c'est un solide temps. Après ça, tu as fait des Ironman, tu as fait des courses, tu as fait de la swim run, tu fais de l'orientation, tu fais du canot à glace. Écoute, c'est vraiment diversifié, puis ça montre un peu ça trace un peu le profil du gars. Oui, puis qu'est-ce qui est drôle, c'est quand j'ai fait mon meilleur temps, 3h12, un marathon, c'était pas le sport que je pratiquais dans ce temps-là. Ah ouais. Je m'entraînais pour faire mon premier combat de boxe amateur. OK. J'ai pas vu ça nulle part. Non, ça malade. J'ai eu un moment donné une piqûre que j'avais jamais fait de sport martial jeune. Puis vers 30 ans, j'ai dit, Kim, je veux l'essayer. Je voulais savoir c'était quoi le feeling de monter dans le ring puis d'essayer ça. Fait que j'ai commencé à m'entraîner solide, mais c'est jamais arrivé. J'ai jamais eu mon combat. Je me suis blessé au coude. J'ai dû mettre ça de côté. Mais l'entraînement, comme je te disais, la course à pied, je me disais, regarde, dans le ring, là, si tu affrontes un marathonien, bonne chance, man. Ah, c'est clair. Autant pour le cardio que même pour la force mentale. Là, pour finir un marathon, n'importe qui, peu importe le temps, il y a une force mentale qui vient avec ça. Là. C'est pas de la petite bière. Hein. Ça va te faire essouffler dans le ring. Mais c'est ça, la course à pied, c'est vraiment pour moi, ça ouvre des portes à plein de choses. Puis c'est ça que j'ai fait. Dans le fond, mon parcours, c'est ça. C'est que j'ai essayé bien plein de trucs. Quand les Spartan Race ont commencé, ben yes, man, moi, je vais l'essayer. Là. Ah oui. Puis j'en ai fait un tas. C'est parti comme c'est venu, dans le fond. Le Spartan Race, j'ai eu un intérêt. Puis à un moment donné, c'est parti, j'ai passé à d'autres choses. Et puis, tu as mentionné Ironman. C'est le même genre de piqûre. Et puis, celle-là m'est arrivée dans mon congé de paternité. Je crois à mon deuxième. Puis là, j'étais en vacances en Floride, sur le bord de la piscine. Je me rappelle encore, j'étais avec mon père. J'ai dit, hey, père, je veux essayer Ironman. Puis, le plus cocasse là-dessus, c'est que j'avais jamais fait de natation. Je savais nager, là, mais j'ai jamais fait de distance dans une piscine, là, des allers-retours. Là. Fait que mon père m'a donné ma première leçon. Et puis, on en rit encore, là, parce que c'était solidement cocasse. Fait que là, mon père m'avait montré dans une piscine je pense que c'était 12 mètres et demi en Floride, là. Faut que tu reposes ton bras. Fait que lui, il faisait taper son bras dans l'eau, puis là, repose ton bras, puis là, tac. Puis là, c'était ma première leçon. Ben, dans mes vacances, man, j'avais déjà acheté mon wetsuit. Ah ouais? Ouais. Pour dire, regarde, là, puis j'avais déjà mon plan. Je m'étais fixé 3 ans pour devenir Ironman. Et puis là, j'ai écouté des YouTube, puis je me suis abonné à la revue Triathlète. Puis je m'étais fait un programme de 3 ans. Je me suis dit, la première année, j'essaie un demi-Ironman. La deuxième année, un autre. Puis la troisième année, man, c'est l'Ironman. Fait que c'était cool.
c'est ça qui s'est passé. Ça a été un cheminement super le fun. Et puis, après mon Ironman, je n'ai plus fait parce que veux pas, c'était ben trop de temps. J'ai consacré beaucoup d'efforts là-dessus, mais ça a été tellement un beau trip, là. Puis, il fallait que je jumelais ça à des vacances familiales. Puis mon premier demi-Ironman, c'était dans le coin de Timberman. C'était dans le Maine. OK. Puis mon deuxième, c'était Tremblant. Très cool comme expérience, là, en passant. T'arrives là, t'as l'impression d'être dans un village olympique. Ah, c'est ça, hein? C'est une fin de semaine de fou quand ça se passe, hein? Ah, c'est cool. Puis là, après ça, j'étais allé à Lake Placid faire l'Ironman. Oh shit, OK. Puis ça a été super, là. Super belle expérience. La place est comme magique. Puis de mémoire, c'est un des premiers là, Ironman. Tu as eu Hawaï. Ouais. Je me rappelle plus l'histoire, là, ça a commencé à Hawaï, mais le premier sur le continent, c'est Lake Placid, qui était reconnu aussi pour avoir des Olympiques au début des. Ben oui. Ils ont reçu les Olympiques une ou deux fois. Fait que, ils ont vraiment belle place, là. Ah, c'est trippant. T'es un gars passionné. J'ai l'impression que quand tu te lances dans quelque chose, c'est quoi l'expression? C'est quand t'as une idée en tête, tu l'as pas d'un pied. Tu dis que t'as eu l'idée de faire ton Ironman. Après ça, le wetsuit, t'as acheté, t'avais le plan 3 ans, puis tu l'as suivi à la lettre, tu t'es rendu dans un objectif. Toi, quand tu te fixes quelque chose en tête, tu fonces puis tu y vas. Ah, exact. Exact. C'est un élément motivateur. Puis j'aime ça me donner un objectif à très long terme que je garde en tête. Et puis au travers de ça, je le parsème de petits défis, mais qui me guident vers le grand dans 3 ou 5 ans. Tu sais. Ben ouais. Ben, c'est logique, je pense, de le prendre par petites bouchées. Puis je pense que c'est nécessaire parce que si tu fixes des objectifs ambitieux avec des deadlines trop serrés, ben, ça demeure que tu vas juste être déçu parce qu'une blessure, une fois, un petit bobo vient comme de chambouler tes plans. Si tu te dis que je me donne l'objectif dans 3 ans, ben, tu te donnes une espèce de petite marge de manœuvre. Tu sais. Tu t'étais donné 2 fois des demi-Ironman. Si le premier, tu n'avais pas pu participer pour X raison, ben, tu n'es pas squeezé dans ton plan, tu as encore du temps pour te préparer. C'est long, 3 ans. Hein? Ah, puis c'est ça. Puis dans mes 3 ans, il m'est arrivé plein d'affaires. Là. Mon demi-Ironman, mon premier, là, je l'ai réussi. Mais ça a été une épreuve de logistique. Écoute, j'avais jamais fait de triathlon. Jamais. Ah oui. J'ai commencé, mon premier triathlon, ça a été le demi-Ironman. Et puis, ça a été tough. J'étais prêt physiquement, mais point de vue logistique, là, je vais te dire que les gars de triathlon sont quand même spéciaux en tout. C'est des gens très motivés, très comment dire, sont professionnels. Un triathlon, là, les mesures sont là. Dans le trail, déjà là, c'est un peu différent. Là, on a des distances qui sont. C'est une palette de couleurs incroyable là, dans la course en sentier. Là. Tu rajoutes c'est ça, d'une course à l'autre, c'est pas la même affaire. Mais j'ai l'impression que le triathlon, pour côtoyer des gens qui en font, j'ai un collègue qui fait des Ironman, puis moi, ça m'impressionne par la logistique aussi de la chose, l'équipement. Là, j'ai l'impression que tout est calculé à la seconde près. Quelque chose que je trouve hyper impressionnant, mais que moi, personnellement, me rejoint peut-être un peu moins. J'aime l'aspect un peu, un peu, je sais pas, un peu gringo de la trail. Là. Tu pars d'un trail, puis tu vas t'amuser. Puis même quand c'est un événement organisé, ça reste que, puis même en avant du pack, en arrière du pack, peu importe, je pense qu'il y a cette attitude-là. Puis je pense que les gens qui restent en trail longtemps, c'est ça qu'ils aiment. C'est la communauté au-delà de l'événement. C'est de finir au lieu de juste viser un temps à tout prix. Tu peux pas, je veux dire, 2 années consécutives, la même course, tu peux avoir des conditions différentes. Tu peux avoir Arcana, cette année, c'était boiteux, l'année d'avant, ça ne l'était pas, blablabla. Je pense qu'il y a un peu cet aspect-là, on part à l'aventure, puis il arrivera ce qui arrivera, versus un triathlon, je pense, pour bien réussir, pour avoir du fun, puis avoir un temps qui est performant, mais je pense qu'il y a une logistique énorme, puis les transitions sont tricky. En trail, quand tu arrives au ravito, tu te couches à terre 10 minutes, puis ça se passe bien. Exact. En triathlon, surtout au niveau du vélo, tout est mesuré en watts, tout est.
c'est mesuré, c'est comme stérile. Là. Mhm. T'arrives en trail, ben là, ben pour moi, le trail, ça a tout le temps été un divertissement. Là, tu sais, Ah oui. je l'ai tout le temps vu comme OK, une espèce de sorte d'aventure. Puis pour ça, j'ai essayé toutes sortes de distances aussi. Stage race, ça, je trouve ça, on n'en parle jamais assez, mais c'est des courses super cool. Il y a une bonne dose d'aventure là-dedans. Là, tu sais. Ah oui. Il y a un Il y en trip a- différent aussi, je pense, de récupérer puis de repartir le lendemain, tu sais, de le faire en Exact. étapes comme ça. Là. Exact. J'ai fait le transpercé 100. Ouais. Puis, c'est exactement ça. Là, tu sais. Puis le deuxième soir, ben là, même tes gadasses sont tous. Tu sais, faut que tu sois prêt, là. Faut que tu sois prêt pour le lendemain. Je trouve ça cool. Percer à ce temps-là de l'année, c'est boiteux. Hein? Tu sais, moi, c'est ça. J'ai vu des gars arriver avec de la boîte jusqu'au nombril, puis pas parce qu'il s'en était étendu là, c'est que le trou d'eau était creux. Tu sais. Ouais, puis Gaspésia 100, c'est le fun. Jeff, il vend vraiment bien son expérience Gaspésie, les maritimes, tu sais, Ah tu oui. pars sur le bord de la plage. Nous autres, je sais pas si tu as vu les films, ben là, je parle de quasiment il y a 2 ans, là, c'est... Ouais, l'édition de 2019, là. Ouais, là, on a parti dans le brouillard, mais ça, on était marée haute, là, tes gadasses, tu viens juste de commencer, là, puis t'es déjà dans le... Ah non, c'est ça, j'étais là pour faire le crew, puis je me rappelle, tu sais, moi, j'étais là pour un ami qui était sur le 100 miles, fait qu'ils partent un peu plus tôt que le je pense, non, ils partent en même temps que le transpercé parce que la gang de Mathieu Blanchard, Jean-Philippe Thibodeau, je me rappelle, mon ami se tenait dans le pack avec eux autres au début, puis on fait juste les rejoindre au premier ravito qui en fait, et je veux dire, ça fait 2 km de plage. On n'était pas là pour faire du gros sport, mais on était là, début de la journée, il est 4h30 du matin, on va aller voir où ils passent. Puis là, les gars arrivent, ils ont 2 km de course sur 160 de fête. Ça s'assoit, ça enlève les espadrilles, ça vide le sable, la bouette. Tu commences la course puis t'es déjà bien cassé parce que y a-tu de quoi de plus... Je veux dire, ça fait partie de l'aventure, mais quand tu as 160 km devant toi, puis après 1 km, 2 km, tu as déjà les pieds complètement trempés. Écoute, ça met la table pour l'aventure qui reste. Là. Exactement ça, tu l'as dit, c'est une aventure. Ouais, c'est cool. Puis les aventures plus à longue distance, comme tu as fait plus récemment, ça vient de où, ça, ces aventures-là, plus en autonomie? Je sais que tu as fait la traversée de Charlevoix. Je sais que là, tu reviens d'une aventure hivernale d'une dizaine de jours. Comment ça s'est inscrit dans ton parcours? Ben, c'est un peu un intérêt avec les courses d'endurance. À un moment donné, je voulais essayer ça. Puis, de fil en aiguille, ben, c'est essayer de comprendre tous les mécanismes en arrière de ça, puis de dire, OK, toi, qu'est-ce que tu es capable de prendre comme défi? Puis il y a aussi beaucoup d'influence aussi. Comme exemple, Hélène Dumais, là, ça a été une influence incroyable dans mon développement. Et, j'ai été dans son crew pour l'Infinitus. OK. Puis, c'est quand même, ça a été une solide école là, pour moi de voir un athlète aussi déterminé. C'était super le fun. Puis de voir aussi le crew, la logistique en arrière de ça. De voir, de comprendre un peu Hélène, les mathématiques qu'elle avait découvert pour réussir. Tout ça, fait que ça, il y a beaucoup d'influence là-dedans de dire, OK, je veux l'essayer. C'est certain que moi, c'est pas l'Infinitus. Là. C'est pas dans ouais. 888 km, mais c'est drôle que tu en parles parce que David Bombardier me racontait exactement la même chose. Je ne sais pas si c'était la même année que tu faisais le crew que David l'avait PSC aussi. Mais il racontait à quel point c'était une influence puis à quel point ça a été une école d'ultra ou de logistique ou de préparation juste de l'avoir allé. Tu sais. Ah, exact. Puis, ben oui, c'est l'année c'est là que j'ai connu David Bombardier aussi. Okay. Fait qu'on s'est comme on s'est entrecroisés. Moi, je pense que j'ai resté 5 jours sur l'Infinitus. Puis David, lui, est arrivé. Il en a peut-être fait 5 aussi, mais moi, j'ai dû quitter la fin de semaine. Puis lui, il a comme fini. Là, on s'est chevauché.
Mais après ça, c'est ça, on était à la même école, là, David, après ça. Après ça, David, ben, ça a été dans le Gringo Boss là, qu'on s'est. Ah oui, c'est ça, exact. Parce qu'on pourra en parler, tu parlais du Gaspésia tantôt, mais le Gringo Boss, c'est un incontournable du Gaspésia. Je me rappelle, moi, j'étais à Percé en 2019, puis le monde en jasait. Il y avait comme la gang qui arrivait du Gringo Boss. Ah, exact. Mais c'est quand même une ça vient quand même de l'école Infinitus, dans le fond. Ouais. On s'est connus là. Le Gringo Boss, Hélène Dumais, ben, c'était la porte-parole. David Bombardier, il a eu une bonne influence aussi pour faire la promotion du bus. Et puis, ça. Puis, OK, en plus, il y avait Iron sur le Iron Clou, qui était aussi sur le crew pour l'Infinitus. OK. Que lui m'a fait connaître la fondation sur la pointe des pieds. Yes. Puis de fil en aiguille, c'est le Sentier des Jésuites qu'on va parler plus tard, ben, ça vient tout de cette école-là. Là, Tout est interconnecté. Hein. Tout est ça part de l'Infinitus. Ouais, ben il y a bien des affaires qui ont. On remercie Hélène de se lancer dans des aventures de 888 km. C'est des personnes qui ont de fortes influences. Là. Puis ce qu'elle a fait à l'Infinitus, c'est sûr que dans tout le trail running, écoute, c'est tellement diversifié. Tu as l'espèce d'Infinitus au travers de ça qui pop, qui est un peu différent de bien des affaires. Mais wow! Ah, il n'y a pas de terme. J'essaie d'en chercher un quand j'en parlais avec Hélène, quand je l'ai reçu, puis invraisemblable, je ne sais pas non parce qu'elle l'a fait, mais il y a quelque chose de complètement fou, puis c'est dur de se le mesurer, mais je pense qu'il y a encore là, tantôt tu parlais de progression, puis de se fixer des objectifs, ben Hélène, même si elle a fait des trucs complètement fous en termes de distance et tout ça, il y a quand même petite bouchée par petite bouchée. C'est pas le même matin, puis je vais aller faire 888 km. Elle a un background de randonneuse qui a fait les Pyrénées dans sa jeune vingtaine. Après ça, les ultras, les longues distances, les 100 mètres, 200 mètres. À un moment donné, tu déboules, puis tu arrives à quelque chose comme ça. Mais je pense que même au-delà de la distance et de l'accomplissement, c'est la femme aussi, puis toute sa détermination, puis sa force mentale qui l'amène à faire ces choses-là, puis à les réussir. Hein. Non, exact. Je pense qu'avec Infinitus, elle a fait une marque comme un peu intemporelle dans la communauté de trail. Puis c'est surtout l'influence. Regarde, David en parle encore, j'en parle encore, puis ça va rester longtemps, ça. Non, c'est ça. Puis comment le Sentier des Jésuites est arrivé à travers tout ça? Tu dis que c'est par un contact que tu as rencontré à l'Infinitus, après ça dans le Gringo Boss. Comment tout ça s'est placé ensemble? Combien de temps de préparation et combien de temps à y penser avant de te dire bon, ben, je mets mes skis puis je pars pour le lac Saint-Jean? Ben, comme je te dis, les expéditions comme ça, j'ai beaucoup de préparation en arrière de ça. J'en ai fait une aussi dans l'Arctique sur les traces de Sir John Franklin en 2018. Okay. Cette expédition-là, je l'ai quand même travaillé 3 ans de temps, juste pour faire J'aime faire des expéditions qui sont avec un côté athlétique, mais je fais des recherches aussi un peu historiques en arrière de ça pour apporter plus de connaissances là, à mes aventures. Okay. Puis celui-là, en particulier, j'ai travaillé vraiment fort côté historique, de tout faire les recherches, qu'est-ce qui s'était passé avec cette expédition-là là, de Franklin, qui se sont... comment dire, pauvres guillards qui qui ont abandonné le navire en plein milieu de l'Arctique, puis ont entrepris une marche. Puis nous autres, on voulait retourner sur l'île de King William Island puis essayer de marcher tout le long des berges pour essayer de trouver des artefacts de cette... OK. Vous étiez vraiment sur les traces de ces gens-là, que ça remonte à quelle année? Ben, l'expédition de Franklin, les autres, ils ont quitté l'Angleterre en 1845. 2 navires, le Terror puis le Erebus. Ils ont hiverné le premier hiver à Beechey Island, puis après ça, on n'a pas vraiment de traces. Ils ont laissé juste un papier sur King William Island, en dessous d'une cairn, là, une espèce d'amoncellement de pierre. Puis c'est juste les traditions orales qui ont donné de l'information un peu.
qui ont vu des gens, puis c'est toutes les expéditions après. Tu sais, John Ray qui a fait des expéditions dans l'Arctique pour aller rechercher des artefacts que les Inuits avaient ramassés. Fait que c'est tout en lisant toutes ces informations-là à gauche, à droite qu'on s'est dit, hey, on fait une expédition, mais on s'en va sur l'île, puis d'après ce qu'on lit, d'après nos recherches, on se fait un tracé, tu sais, puis c'était solide, là, on a marché quasiment, on est parti de Cape Felix, en haut, au nord, complètement de King William Island, on a marché tout le long des plages pour... jusqu'à Erebus Bay, on a coupé ensuite dans les terres pour finir à Terror Bay. Une expédition de longue haleine, là, 10 jours avec le monowalker. Je ne sais pas si tu connais le monowalker, mais Non? c'est une roue. Imagine une roue avec un L en fer. Là. OK. Là, tu frappes tous tes bagages, puis tu as juste comme 2 poignées ici. OK. Puis l'île King William Island, c'est vraiment une île avec des roches comme plates là, qui coupent les semelles de bottes. En plus, tu marches comme dans de la porcelaine là-dedans. Puis, man, ça a été une expédition très formateur aussi pour moi pour dire, OK, travaille ce que tu veux explorer. Va. Puis, ça a été une autre bonne école. Mais on finit tout le temps par aller à l'école, on apprend tout le temps de quoi. C'était combien de kilomètres cette expédition-là? Hey, man, c'est au-dessus de... On a dû marcher 200 km et plus là, dans des terrains hostiles. Pas beaucoup d'hommes qui ont passé là. Faut que tu traînes ton gun, il y a les ours polaires. Ah ouais, tu montes ta tente, tu mets les protèges, les bear fans, man. Puis, non, ça a été... Ben, je pense qu'il y a aussi des expéditions comme ça, tu sais, toi qui a fait de l'orientation et tout, je pense qu'il doit y avoir la portion préparation est aussi tripante que le trip lui-même, là, de cartographier ces choses-là, de décider de tracer, de préparer de la logistique. Je veux dire, s'il y a des gens qui nous écoutent qui font des ultras, tu te dis hey, je m'en vais faire une course qui va me prendre 24 heures, il y a une grosse logistique, là, c'est un autre niveau. Je veux dire, exposant 10 comme préparation. Parle-moi un peu de comment tu prépares ces trips-là, puis tu disais que tu aimes qu'il y ait une espèce de lien historique aussi, que ce ne soit pas juste un accomplissement pour un accomplissement. Puis, j'ai lu sur votre expédition sur le Sentier des Jésuites, il y a aussi ça derrière. Tu as la préparation, tu as l'effort physique qui est impressionnant, mais tu as aussi tout l'aspect historique, puis d'être sur les traces de gens qui ont été là des siècles avant. Là. Ben exact. Tu sais, si on parle de la dernière expédition sur le Sentier des Jésuites, l'idée m'est venue en participant à la course Cryo l'année passée. Mm-hmm. Puis la course Cryo, ben, c'est une course d'hiver, fin février, qui consiste à traverser le lac Saint-Jean en raquette ou en course à pied. Course que j'ai trouvée très dure en passant. Tout le monde qui l'a fait le dit à quel point c'est une course qui est brutale. Oui, je l'ai trouvée brutale. Ben, premièrement, je n'étais pas bien préparé physiquement. Puis, premier 6 km, j'avais déjà une ampoule en dessous du talon. Ça part mal. Ça part mal. C'est ma seule course à date que un ravito, je me disais, bon, je drop, là. Ah ouais? J'avais tout le temps de quoi. J'ai passé au travers de cette course-là. Je suis content, mais à toutes les ravitaux, j'étais là. C'est terminé, là. Je peux pas. J'avais des ampoules, j'ai frette, man, à la fin, là. Le dernier ravito, là, je vais mettre ça en ligne, là, mais il a fallu que je mette la fourche dans le chauffage propane. Ouais. Complètement gelé. Complètement gelé, là. J'étais, ouais. Mais, moi, à chaque semaine, pour le teaser de l'épisode, je mets une citation de mon invité. Là, je pense que ça va être ça, Olivier. Ça. Ouais, la fourche, man. Jolie. Ça fait mal. Ouais, j'en doute pas. Écoute. Mais après ça, je me suis dit, je veux vivre l'expérience un peu mieux. Là. Je vais y retourner, puis j'ai aimé ça, pareil. Là. Ça a été vraiment une belle expérience. Écoute, t'es sur le lac, c'est la pénombre, c'est super.
le concept, il est génial. Fait que, puis encore une fois, j'avais fait un mini gringo bus pour monter là. Fait que en redescendant, je me suis dit, hey man, l'année prochaine, je pars de chez nous, hein, je m'en vais au lac, puis je vais de mes propres moyens, là. Mais tout de suite découle, tu sais, de mon amour pour la cartographie, des expéditions que j'ai faites plus jeunes, que tu vas juste dans le bois, et tu t'essayes tout le temps d'aller, bon, d'en faire de 2 jours, de 3 jours, et compagnie, là. Fait que là, je me suis dit, non, là, tu connectes Québec avec le lac Saint-Jean. Fait que là, j'ai étudié toutes les cartes. Puis, pour connecter Québec au lac Saint-Jean, j'avais trouvé comme 2, 3 façons de le faire. Puis, veux pas, quand tu étudies les cartes, faut que tu te dises, bon, ben, faut que tu trouves le chemin le plus facile là, pour te rendre. Tu ne vas pas te garocher en face du singe juste pour, tu sais, fait que tu regardes le dénivelé, tu regardes qu'est-ce qui est possible. Et puis, dans mon choix numéro 1, je commençais à avoir des indices qui s'appelaient Portage du sauvage. Okay. Encore, tu sais, des vieux noms qui étaient dérivés des Autochtones qui, s'appelait Portage du sauvage. Portage Sentier des Jésuites. Là, je le trouvais, mais ça a pris un peu de temps avant que je trouve c'était quoi ce fameux Sentier des Jésuites-là. Parce que même aujourd'hui, si tu fais une recherche sur Google sur le Sentier des Jésuites, là, tu vas te perdre dans un brouhaha d'informations qui est complètement disparate. Puis je suppose qu'avec un nom de même aussi, c'est pas le seul sentier des Jésuites à porter ce nom-là, c'est la planète Terre. Là, c'est quand même. Je veux dire, des Jésuites, il y en a eu pas mal partout. Puis, oui. Ben, le sentier des Jésuites à Québec, il a été surtout mal compris dans différentes années, dans différentes époques. Je pourrais en parler plus tard, mais c'est très souvent oublié et incompris. Dans le sens que c'est un sentier autochtone, puis dans ce sens du terme-là, c'est les rivières. Les rivières étaient les rues, les fleuves étaient les autoroutes de l'époque. Oui, c'est ça. Fait que, été comme hiver. Été comme hiver, ben oui, là, tu te promenais en canot sur les rivières et les fleuves. Québec est sur le bord du fleuve, puis Montréal, c'est pas pour rien. Là, c'est les dans le anciennes. temps, l'avant était dans le Saint-Laurent. C'était... Exactement. Fait que quand tu regardes le lac Saint-Jean, ben, la Métabetchouan a été une autoroute de l'époque pour que les gens, les Autochtones du temps, puissent aller chasser à l'intérieur des terres. L'été, c'était facile de se faire un campement pour avoir de la nourriture, le poisson, tout était... Ils pouvaient vivre en groupe, mais après ça, il fallait qu'ils se séparent un peu partout dans le territoire. Puis là, ça vient le sentier des Jésuites, mais c'est surtout le sentier maître des Inuits montagnais. On l'appelle le sentier maître parce que tous les sentiers secondaires venaient se connecter au sentier maître. OK. Fait que tu avais comme le grand portage, la grande section, le sentier maître. Puis au travers de ça, ben, tu te prends une branche, puis ta famille va chasser dans tel coin. Tu sais, tu passes ton hiver là en petits groupes pour carrément survivre, il faut se le dire. Là, c'est carrément de la survie. Puis le sentier maître, ben, il est entretenu avec toute la circulation qui se faisait à l'époque. Ben oui. Fait que ben, pour revenir à mon expédition, ben, c'est de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'était le Sentier des Jésuites, puis c'est surtout le livre de Lou Lefebvre, qui est, soit dit en passant, c'est 340 pages d'informations. C'est boum! Ça, c'était ta Bible. Ça a été ma Bible, et ça va l'être. Selon moi, c'est une œuvre d'art dans le côté historique puis côté plein air. Ça va rester.
Magnifique. De comprendre les pratiques de l'époque aussi, je suppose. Puis Oui. c'est ça que je voyais aussi, c'est que les gens l'appellent, il est beaucoup appelé le sentier des Jésuites, mais il s'est appelé de même parce qu'à un moment donné, il y a des Jésuites qui l'ont emprunté. Mais avant ça, ça a été une autoroute pendant des siècles avant même qu'un Européen mette les pieds en Amérique. Puis c'est un sentier qui a un gros historique. Fait que c'est quoi le nom du livre? Juste pour ceux que ça intéresse, ils auront le nom Ouais, exact. je l'ai juste ici, c'est le Ah oui, un gars Sentier préparé. des Jésuites. Ouais, je suis pas préparé, mais c'est mon bureau, ça. Le Sentier des Jésuites. OK. Ceux Ouais, qui l'écoutent en j'essaie vidéo, de- vous avez. ouais. Le Sentier des Jésuites, 1676 à 1703, ou le Maître Sentier des Inuits montagnais de Québec au lac Saint-Jean. OK. Puis le livre, il est distribué par la Société historique de Stoneham et Tewksbury. Ah ouais, OK. Il est un peu dur à trouver, là. Mhm. Puis je remercie la gang quand dans mes recherches Internet, j'ai réussi à trouver le livre, là, c'est la gang de la Société du Stoneham et de Tewksbury qui m'ont mis en lien avec Louis Lefebvre. OK. Et puis là, j'ai passé beaucoup d'heures avec lui pour essayer de retracer là, vraiment dans son intégralité, de partir du parc Cartier-Brébeuf jusqu'à des... Ah oui, c'est ça que moi, quand j'ai vu que vous partiez au parc quartier Brébeuf, qui est à Québec, ceux qui ne sont pas de Québec, c'est un parc qui est central dans Limoilou, bien centre-ville de Québec. Vous partez de là, ça connecte direct avec le lac Saint-Jean. C'est malade, là. Oui, c'est ça. C'est la rivière Saint-Charles. Écoute, Ah oui. ça a été une autoroute très importante dans la colonisation. Là. Quand tu arrives au lac Saint-Charles, écoute, ils allaient pêcher là. Les Hurons-Wendat qui étaient là. Le lac Saint-Charles a une histoire terrible. Là. Puis, d'ailleurs, ils ont fait des fouilles archéologiques dans ce coin-là, puis ils ont trouvé des artefacts de 4000, 5000 ans, dans le temps que la mer de Champlain s'est retirée. Tu sais. Fait aussitôt que la mer de Champlain s'est retirée, ça a été le début du Sentier des Jésuites, là, Ah oui. de connecter avec le lac Saint-Jean. Puis là, ben, pour revenir au Sentier des Jésuites, on l'appelle Sentier des Jésuites. C'est juste que au début de la colonisation au lac Saint-Jean, ils ont trouvé, il fallait qu'ils trouvent une méthode pour amener du bétail pour commencer leur ferme là-bas. Et puis, c'est les Autochtones, c'est les montagnais qui avaient la clé de l'énigme en prenant le maître sentier puis d'aller chercher le Québec via ce sentier-là. OK. Fait que tout est parti de ces informations-là qui pitchent un peu partout, je suppose, parce que justement, c'est pas un sentier balisé, on s'entend, c'est une série de rivières, de portages entre les rivières et les lacs. Combien ça a pris de temps, combien ça t'a pris de temps du moment que tu as eu l'idée jusqu'à trouver puis à cartographier ton tracé, ton sentier? 1 an. 1 an. 1 an de tout avoir l'idée de le réaliser, ça a été 1 an, puis j'ai eu de la belle collaboration en plus là, avec Louis, là, c'est énorme. C'est grâce à lui, dans le fond, là, parce que sinon, comme je te disais, je le faisais à ma manière. Je ne sais pas si j'aurais réussi, mais le Sentier des Jésuites m'a... Puis pour revenir à ce que je te disais tantôt, dans ma cartographie, dans mon choix numéro 1, on prend tout le temps le chemin le plus facile. Ah oui. Ben, c'est ça que les Autochtones du temps avaient fait aussi. Là. Ils avaient pris le chemin le plus facile, point de vue dénivelé. Puis quand la gang voulait apporter du bétail à Métabetchouan, écoute, il fallait qu'il amène un taureau là-bas. Là. Ah oui. Il fallait pas le faire monter par la côte. Tu sais, non, c'est clair. Puis il y a de la montagne entre les deux. Là, je veux dire, quand vous montez au lac Saint-Jean, quand tu passes à l'étape, tu es à 800 mètres passés. Exact. Puis Québec, tu es à 0. Là. Fait que t'es déjà exact. En partant, c'est montagneux en masse comme coin. Là. Exact. Puis, regarde juste le parc national. C'est époustouflant. Mais cette section-là est particulière. Mais
l'histoire du Sentier des Jésuites est formidable. D'ailleurs, le parc national, savais-tu quand j'ai appris ça aussi dans le livre, c'est que il y avait un projet de barrage hydroélectrique dans Jacques-Cartier. Ah ouais. Ouais, ils voulaient mettre un barrage direct là, mon homme. Dans les années 70, ça a été une des premières manifestations écologiques, si tu veux, là, au Québec. Puis le Sentier des Jésuites a un peu servi là-dedans à dire non, si vous faites votre barrage, vous allez détruire les vestiges du Sentier des Jésuites. Man, je peux pas imaginer un barrage dans ce magnifique non, imagine parc-là. les gens de la région de Québec, je pense tous ceux qui font un peu de plein air ou de la course en sentier ou peu importe le sport, le parc de la Jacques-Cartier, c'est un privilège d'avoir ça dans notre cour en arrière, puis c'est exceptionnel. Puis la Jacques-Cartier, parce que tu sais, quand tu fais un barrage, il y a le fait que tu fais un barrage à la rivière, mais il y a aussi les impacts que ça a. Tu sais, quand tu regardes un peu plus haut, moi, mes parents, ils ont un chalet Saint-David-de-Falardeau, tu sais, dans le nord du Saguenay et tout, puis le chemin Price dans ce coin-là. Il y a un lac gigantesque, puis tu fais, hey, OK, c'est une méchante mer, cette affaire-là, puis tu apprends qu'il y a 40 ans, c'était un ruisseau, c'est une rivière, puis à un moment donné, il y a le barrage qui a créé un lac de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Ben, tu sais qu'il y a un impact aussi. Si tu mets un barrage dans Jacques-Cartier dans les années 70, aujourd'hui, il y a clairement un lac plus haut à cause qu'il y a une accumulation d'eau. Puis on n'a pas le beau petit parc national champêtre, pas champêtre, mais le beau parc national naturel qu'on a à côté ici, avec une préservation de la faune, de la flore. Puis c'était écœurant comme spot, là. Ah non, exact. Comme tu dis, ouf, puis, toutes ces lectures-là m'ont fait OK, wow, c'est hot. On en a sauvé une là. Solide. Solide. C'est intéressant que ces recherches-là aussi t'amènent à découvrir pas juste sur le Sentier des Jésuites lui-même, mais sur notre parc national à côté, puis de voir un peu des choses qui sont passées il n'y a pas si longtemps, puis que justement ce tracé-là historique est venu être l'argument qui a dit non, on le fera pas finalement. Puis, il a fait partie de l'argumentaire. Ouais, c'est ça, exact. Mais quand même, wow, quand j'ai vu ça. Mais non, le Sentier des Jésuites, il fait partie de notre patrimoine plus que je le pensais. Mm-hmm. Puis surtout avec la gang du lac Saint-Jean. Puis tu sais, tantôt je disais, ils l'ont mal. On l'oublie, on ne le comprend pas. Au fil des époques, on l'interprète à notre manière, le Sentier des Jésuites. Comme, par exemple, au début des années 1800, ils voulaient faire un chemin de fer entre Québec puis le lac Saint-Jean. La vieille rumeur que là, il y avait un chemin, ils l'appelaient le chemin français dans ce temps-là. Là. Aujourd'hui, on lui a donné le nom du Sentier des Jésuites, mais au travers des époques, il y a eu d'autres noms. Ben oui. Il y a eu le nom du vieux chemin français. Puis au travers de tout ça, il y avait des arpenteurs qui voulaient faire un chemin de fer. Qui disaient, si on passait par là, ça veut dire que le dénivelé, ce serait dans ce coin-là qu'il faudrait tirer un trait puis faire un chemin de fer. Il n'y a jamais eu lieu. Mais dans toutes les recherches, le Sentier des Jésuites, il y avait une inspiration pour... OK, ils cherchaient pour faire un chemin de fer. OK. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai fait le défi 24 heures Québec, Rivière-à-Pierre. Oui, tu as connecté Rivière-à-Pierre, la gare de Rivière-à-Pierre à la gare du Palais. Tu as fait un tracé même qui est sur Fastest Known Time, un tracé d'une gare à l'autre. Je pense que c'est quoi? C'est quasiment 100 km ce tracé-là? Gare, c'est 96 km. Okay. Mais ça, c'est une sous-dérivée de mon Sentier des Jésuites, parce que justement, là, je suis en train de parler des chemins de fer. Et puis, là, c'est là que j'ai compris qu'il existait le chemin de fer entre Québec et Rivière-à-Pierre. Et puis que le fameux chemin de fer, finalement, il a fait Rivière-à-Pierre pour aller au lac Édouard et puis vers en haut, Van-Bruxelles, puis qu'est-ce qui signe. Okay. Les amateurs de plein air, dans les années 70, là, 80, dont Louis Lefebvre, prenaient le train à Québec, canot, puis embarquaient dans le train, passaient à Rivière-à-Pierre, montaient au lac Édouard,
à la Kiskissing, puis commençait une raid de plein air. OK, puis il redescendait. Il redescendait. Il ne faisait pas certains, je te disais, faisaient le sentier des Jésuites à leur interprétation parce que le tracé n'avait pas été vraiment compris à ces époques-là. Mais nous, on disait qu'ils faisaient le sentier des Jésuites juste de bouche à oreille. Tu sais, ils disaient, si tu prends Métabetchouan de Rara, puis tu sais, le bouche à oreille, on en revient quasiment à mon expédition de Franklin, là. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, les gars de Franklin, ils ont passé par là, mais ces époques-là, le sentier des Jésuites, comme des preuves historiques, là, il n'y en a pas tant que ça. C'est des Autochtones qui, tu sais, ton morceau de boulot, là, il est décomposé si on fait un tracé là-dessus. Mais non, c'est ça. Il y a peu d'écrits. Tu sais, à ta connaissance, y a-tu du monde qui l'avait fait dans son format que toi, tu te lançais, tu sais, ce tracé-là que toi, tu as un peu cartographié avec les écrits, avec ce que tu as entendu, ce que tu as lu, ce que tu as jasé? Y a-tu d'autres personnes qui l'avaient essayé dans les dernières années, dans les dernières décennies? Ben oui. Oui, ballon vient de tomber. Ça apparaît pas sa luminosité. Le tracé, c'est Louis Lefebvre qui l'a quasiment pendant 30 ans fait ses études pour proposer son livre en 2008 qui est sorti. OK. Puis lui, il l'a-tu fait, l'expédition? Oui. OK. Lui, il l'a fait en 1980. OK. Et puis, la journée de mon départ, je vais publier cette photo-là bientôt, là. Mais l'expédition de 1980, il y a encore 3 survivants, si tu veux, de cette expédition-là. Il y avait Louis, il y avait Marc Allard, puis Georges. Et puis, ils sont venus à mon départ, justement. Ah, c'est vrai? Ouais. Crème, c'est cool, ça. Ça, c'était vraiment cool. Là. Comme boucler la boucle, les derniers qui l'ont peut-être accompli entre eux dans les années 80, en 80 puis toi en 2021. J'aurais tellement aimé ça réussir, là, cette expédition-là, mais Mère Nature m'a empêché. Là. Mais l'expédition de 1980, eux autres sont partis du lac pour arriver à Québec. Ils l'ont fait dans l'autre sens. Puis comment Sébastien Lapierre s'est intégré à cette aventure-là? Ceux qui ne connaissent pas Sébastien Lapierre, c'est le premier Canadien qui a atteint le pôle Sud en solitaire, en pleine autonomie, parmi d'autres aventures. C'est un gars qui a fait des trucs assez fous aussi en termes d'aventure, d'autonomie, puis de partir dans la brousse en solo. Comment il s'est intégré à ton projet? J'ai connu Sébastien suite à mon expédition dans l'Arctique. Je me rappelle plus là, via les réseaux sociaux. Sébastien, lui, avait fait une randonnée en kayak dans l'Arctique canadien. Puis, on a commencé à chatter ensemble à ce temps-là. Puis, après ça, là, quand je suis arrivé avec le Sentier des Jésuites, là, je dis là, ça me prenait un partner solide. Puis, je pense que au Québec, là, il y avait Sébastien Lapierre qui est de calibre quasiment, qui est de calibre international. Là. Ah oui. J'ai dit, Sébastien, j'ai besoin de ton aide pour réussir cette expédition-là. Et puis, Sébastien, là, il s'est vraiment imprégné de toutes mes recherches de l'histoire. Il a vraiment adoré, captivé par le volet du Sentier des Jésuites. Ça a été le best partner que je ne pouvais pas trouver, finalement. C'est dommage qu'on n'ait pas pu réussir mais ça fait partie de l'aventure. Je pense que oui. Tu revenais tantôt, tu parlais d'Hélène Dumais comme inspiration, mais tu sais, Hélène, j'en ai parlé avec elle. La plupart des défis démesurés qu'elle a accomplis, c'était pas au premier essai. L'Infinitus, elle a pris 3 fois avant de réussir ça. Puis il y a cette résilience-là aussi dans sa démarche. Puis c'est inspirant de voir ça. Puis c'est inspirant. Puis je pense que
sais, je pense qu'on s'est reparlé, qu'on était supposé se parler à ton retour d'une aventure réussie, puis tu m'as dit, si tu veux encore me recevoir, j'ai comme dude, moi, ça change absolument rien à la jasette parce que, tu sais, je veux dire, c'est impressionnant, puis c'est toute la démarche, ce que tu viens d'expliquer, moi, ça me fascine, justement, cette préparation-là. Puis parle-moi de l'aventure comme ça, tu sais, du moment de votre départ jusqu'à la décision de devoir rebrousser chemin. Ben, on est parti en Lyon, je te dirais. La première partie du Sentier des Jésuites, c'est la partie urbaine. Donc, c'est la rivière Saint-Charles. Pour aller jusqu'au lac Saint-Charles, pour aller dans la vallée de Tewksbury, puis ensuite aller chercher la fameuse rivière Jacques-Cartier. Fait que ça, c'était la région urbaine, puis c'était le... Wow! Qu'est-ce que je me rappelle de cette première journée-là? J'ai réalisé comment il y avait de personnes qui avaient suivi mon expédition via la télé, là. Un moment donné, on avait fait un petit portage sur... on n'avait pas le choix de sortir. Il y avait un pont, boulevard par le Lièvre. Ben, il y a un autobus de la ville qui a arrêté. Puis le chauffeur a fait « Hey, c'est vous autres les aventuriers? » là? Puis là, on a vraiment vu qu'il y avait un effervescence dans le... Ouais, c'est clair. Tout le monde qu'on a croisé avait entendu parler de notre sentier. Fait que la première journée, ça a été à Lège. On n'avait pas notre traîneau. Mais on s'est claqué quand même après ça, on s'est rendu jusqu'à Empire 47 là, dans la mer. OK, ouais, quand même. Quand même. Fait que, je me rappelle plus des chiffres, mais on a... Ben, la rivière Saint-Charles, si tu pars de Limoilou, tu t'as fait en intégrale, c'est un 32 kilos, je pense. Ouais, ça, on a fait 40-50 km la première journée. Ah ouais, c'est ça. Ensuite, le lendemain matin, c'est la journée la plus dure parce que ça consiste c'est l'obstacle principal du Sentier des Jésuites. C'est la fameuse montée en altitude. Au point où on est, là, c'était à peu près à 230 mètres d'altitude à la rivière Jacques-Cartier. Et puis, il faut que tu ailles chercher un 710 dans un 20 km, je te dirais. OK. Puis, ben, c'est pas si hallucinant que ça. Là, tu sais, là, quand on parle de dénivelé dans le trail, c'est pas ça. Il y a une différence entre le faire dans une trail balisée, d'aller faire tu vas faire les loups au parc de la Jacques-Cartier, ce sentier-là, puis tu viens de faire ce dénivelé-là. Par contre, là, c'est une autre game aussi. Vous êtes avec les skis de randonnée, vous avez le traîneau, vous passez pas nécessairement par le sentier balisé par le parc Glacépac, là. C'est un autre game. Il faut se rappeler que le Sentier des Jésuites, c'est le chemin le plus facile pour se rendre au lac Saint-Jean. C'est le chemin pour passer du bétail. C'est le chemin que le monde utilisait. Les trails ont tout le temps une fonction. Ah oui. Quand tu regardes une carte, la trail est supposée te dire s'il y a du monde qui ont plié ici, c'est qu'il y avait une utilité, il y avait un but. Là. Ouais. Un sentier devient un chemin après, devient une autoroute. T'sais, ça dépend combien de personnes l'utilisent. Donc, on parle de monter à 710, mais c'est certain que le dénivelé n'était pas si fort que ça, parce que là, il faut passer le bétail et tout ça. Mais bref, ça fait quand même une grosse journée d'expédition pour monter à 710 mètres avec le pack-sac. La troisième journée... Je t'arrête 2 secondes parce que je pense qu'on ne l'a pas dit. Moi, c'était comme acquis dans ma tête parce que j'ai vu les images et tout. Mais du début à la fin, étiez-vous tout le temps en ski de randonnée? Oui. OK, vraiment de A à Z, c'était avec les skis de randonnée. Ceux qui ne connaissent pas, on peut parler un peu de ski de randonnée. J'ai reçu Julien Yamba, on a parlé de skimo versus ski de randonnée versus tout ça. Là, c'est pas le skimo pour monter dans le pentu, comme il disait, mais ski de randonnée, c'est style ski de fond, mais beaucoup plus large pour du gros off-road. Là. Exactement. C'est un ski de fond qui a un corps métallique autour.
et puis qui est un peu plus, qui a un peu plus de corps. Fait que, tu sais, quand tu vas dans la neige folle, il fait pas comme une espèce de ski banane. Et puis, c'est une fixation un peu, beaucoup plus large pour avoir un effet, tu sais, pas qu'elle taille la cheville Ah oui. qui tord comme en ski de fond classique. Mm. Puis, tu as quand même une bonne botte, comme une botte de marche. Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas dans l'esquimau, là, avec le ski bien large, puis faire de la poudreuse, puis surtout de la descente, là. Ouais, c'est ça. Je tenais à le mentionner juste pour camper pour les gens qui écoutent. OK, s'ils vont à pied, en raquette, non, c'est en ski de randonnée. Ouais, non, c'est ça, en ski de Good. randonnée. Fait que 3e journée. 3e journée, là, c'est là que ça commence à être intense. On a beaucoup de lacs à traverser, puis de ruisseaux. Et puis là, c'est plate cette année. Il y a eu des redoux, il y a eu de la pluie. Les lacs ont comme gelé, ils ont accumulé de la pluie, puis par-dessus, la neige a servi à isoler la pluie puis la slotch en dessous de ça. Mais on avait tellement espérance de monter en altitude qu'on n'avait pas ce phénomène-là. Et puis les nuits étaient frettes, là. Ah ouais? On a pogné les 3 nuits, là. J'avais pas de thermomètre sur moi, mais j'ai vraiment eu l'impression que autour de moins 18, moins 20 nos nuits, là. Quand même. Ouais. Il faisait frais. Colin, la neige, elle isolait tout ce Ah ouais? Fait que notre 3e journée, on a fait seulement 7 kilomètres après une journée d'ouvrage, là. Aïe, aïe. Puis quand je te dis une journée d'ouvrage, là, c'est une très grosse journée d'ouvrage. C'est un gros 7 km. Là. Ouais. Fait que le soir, là, on s'est fait un petit feu de camp pour dire, regarde, on se réchauffe puis qu'on commence à. Mais l'idée était pas mal faite, là, à moi et Sébastien, de dire, regarde, impossible. Alors, ça s'est avancé à ce rythme-là, puis je pense que si ça a pris autant de temps pour 7 km, c'est aussi parce qu'il y a tout le temps en mode gestion gestion de problèmes, gestion de crise, de comment qu'on fait pour traverser ce lac-là, puis cette rivière-là, si c'est pas solide. Là. Puis là, qu'est-ce qui arrivait en plus, c'est que ça commençait à être dur sur le matériel. Fait que la prochaine chose qui allait arriver, là, c'est un bris de matériel, ou bien toi, tu te fais mal, là, ou bien une blessure. Mm-hmm. Fait que les risques commençaient à monter. Et puis là, le lendemain, si on continuait, on avait la 2e portion la plus dure du Sentier des Jésuites, qui était de passer à peu près de 700 mètres à 850 mètres. Le dernier stretch, qui est dans une partie encore plus éloignée, là, encore moins utilisée, fait que le bois est encore un petit peu plus sale. Là, on a fait, man, si les lacs, là, on pogne encore de la slotch à 710, on va en pogner encore à 850, puis après ça, on descend tranquillement vers le lac, mais on va repogner les mêmes situations. Ah oui, si tu descends en altitude, nécessairement, il va faire de plus en plus chaud, puis ta slotch va être partout. Là. Mais personnellement, j'ai beaucoup appris. Écoute, cette année, je le savais que c'était pas la meilleure année pour le faire, le Sentier des Jésuites. C'est pas sorti de même. En Noël puis jour d'Allah, j'ai un lac dans le coin de Quaticook, là, j'ai un chalet sur le bord d'un lac, puis le lac a dégelé. Ah ouais, complètement. Oh, il a calé, là. Je n'avais jamais vu ça, là. Ah non, c'est ça. Puis, moi, je savais que c'était mon année pour faire le Sentier des Jésuites, mais j'étais tellement, comme je t'ai dit, j'ai tellement mis d'efforts là-dessus que là, tu dis, je veux le faire, là. On va l'essayer, puis on verra. Je le savais qu'il fallait que je reporte à l'année prochaine. Ouais. Mais man, j'étais tellement emballé par le projet. On en revient à Hélène, là. Quand la décision de décider, il faut que j'en revienne de bord. Hélène, son premier infinitus, là, a dû prendre la décision à un moment donné de dire, OK, je vais refaire, je me reprends. Tu sais. Ah ouais, c'est ça. J'y ai pensé, là, regarde, ça fait partie de. Je pense que ça fait partie de l'aventure, puis comme je le disais tantôt, ça fait partie du parcours de plein
plein de coureurs, plein de coureuses. Puis, tu sais, je suis rendu, t'es mon 28e invité. Je n'ai reçu du monde. On a jasé de trail. Puis, à peu près tout le monde a un DNF, sauf Richard Turgeon. On y envoie la main. Mais tout le monde a une expérience. Puis, tu sais, même Richard, je blague, là, j'y envoie une petite craque. Mais Richard, il les racontait, il a eu des expériences difficiles. Donc, je pense que tu apprends plus dans une course qui va mal. Tu apprends plus dans une expédition qui va mal. Tu sais, si ça avait été parfait, j'en doute, là, c'est 10 jours et rien ne peut être parfait. Mais ça reste que si tout avait été comme prévu, tu dis c'est trippant, mais là, tu viens d'en apprendre une shot, je suppose, puis de passer ce temps-là aussi avec Sébastien Lapierre, comme tu disais tantôt, c'est probablement la meilleure personne au Québec qui pouvait faire ce trip-là avec toi. Ben, c'est une école en soi. C'est un cours que tu viens de suivre, un crash course. Là. Ben exact. Tu sais, on parlait de la course cryo. Si j'avais fait de la course cryo comme dans du bar, j'aurais dit, bon, ben, est faite, je passe à d'autres choses. Ah oui. Et là, j'avais eu une difficulté. Je dis non, il faut que tu te reprennes, tu te représentes, tu fais une bonne course là, l'année prochaine. Puis vas-y. C'est ce moteur-là qui m'a fait découvrir le Sentier des Jésuites. Donc, déjà, dans la semi-échec de ma course cryo, ça m'a déjà mis le terrain pour ma prochaine expédition. Puis là, comme tu viens de dire, ben là, je viens de découvrir, j'ai des bons partenaires pour des futures expéditions. J'ai appris, Yann. Non, la préparation de tout ça aussi. Parle-moi un peu de le gear qu'on traîne pour une expédition de 280 km comme ça. Tu le disais, vous étiez en ski de randonnée avec un traîneau chacun. C'était quoi pas obligé de rentrer dans le détail d'un fichier Excel complet, mais parle-moi un peu, c'était quoi l'équipement que vous traîniez comme ça sur 10 jours? Ben, la liste est longue. Là, les éléments principaux, vous avez chacun votre tente. Vous, comme en ultra, il y a déjà même un petit boss de faire son... Sa photo d'avant-course, là. Mais toi, tu sais que tu l'as fait avec juste ta bouffe. J'ai vu ça passer sur Facebook, juste ta bouffe pour cette expédition-là. Écoute, tu avais tes ziplocs de granola, on en parlera tantôt de Stoke Totes, puis tu avais ton jerky, puis tout, mais c'est ça, la préparation pour ça. Ouais. Ta bouffe, tu calcules comment, mettons qu'on prend une part, parce que peut-être que c'est beaucoup de te dire, raconte-moi ton gear au complet, parle-moi de la bouffe. C'était quoi la stratégie nutritionnelle pour autant de temps, autant d'efforts? La bouffe, on va y aller rapidement, mais ça revient tout le temps comme tout le temps au même. Dans l'ultra, veux pas, c'est une maudite bonne école pour la nutrition. Fait que rapidement, là, je sais que ton public qui t'écoute en sait pas mal. Bon, ben, j'avais comme target entre 5000 et 5500 calories par jour. OK. Là-dessus, qu'est-ce qui est très important, c'est le poids versus calories. Fait que plus que ta bouffe est lourde, plus que... Puis c'est ça le challenge, c'est d'avoir des calories, mais qui te rapportent et qui sont légères. Ah oui, il faut que tu les traînes pendant ce que tu vas manger la dernière journée, il faut que tu t'entraînes à partir du jour 1. Là. Fait que tu sais, la nourriture déshydratée, bon, ben, man, c'est dur à battre, là, ça ne pèse rien, puis tu as des calories là-dedans. Mais après ça, ben... c'est plus les bars puis toutes les collations qui commencent à hop, puis là, tu commences à avoir du stock en arrière. Fait que c'est vraiment ces calculs-là de dire, OK, qu'est-ce que tu emmènes comme collation? Le volume n'était pas si important que ça parce que, tu sais, j'ai quand même la place dans le traîneau, mais c'était vraiment le poids, tu sais. Ouais. C'est ça qui rentre. Puis, qu'est-ce qui est dans les autres calculs, c'est l'hydratation. C'est que là, il faut que tu te fasses de l'eau à partir de la neige, puis il faut que tu traînes ton nafta, tu sais, combien de nafta tu vas traîner pendant 10 jours, combien de nafta ça prend pour faire 1 litre d'eau, comment tu vas boire d'eau dans une journée, puis après ça, ben là, c'est toute cette mathématique-là aussi, l'hydratation qui est très importante, et puis que... je regarde un peu ce que j'avais fait lors de mes 3 premiers jours. Je me dis que j'avais peut-être fait un erreur aussi dans mon calcul d'hydratation. Normalement, dans mes expéditions hivernales, je traîne tout le temps mon Camelback dans mon sac à dos. Ouais. Ton sac à dos sert un peu à réchauffer ton eau, mais la dernière fois que j'avais fait une expédition, je sais pas ce qui était avec mon sac, mais il a tout foiré mon linge dans mon sac à dos. Puis là, l'hiver, c'est toute
la notion d'humidité, tout ton linge, l'eau, c'est ta pire ennemie, là. Ah oui. Fait que même quand tu fais des efforts, quand tu arrives à la fin de ta journée, t'espères que tu sèches ton kit, tu sais, pour que le lendemain, t'aies moins de... Si tu commences déjà à prendre ton linge de sport, ça va pas bien sur du jour. Non, c'est ça. Faut que tu réussisses à garder ton linge sec. L'humidité, c'est... Fait que faire une histoire courte, j'ai pris comme 2 thermos pour faire mon hydratation dans une journée. OK. J'ai pris 2 thermos de 720 puis millilitres. Puis j'avais dans le sleigh en arrière un thermos d'1 litre .6. OK. Puis je sais pas pourquoi, ça n'a pas bien été. Je buvais pas assez. Fallait que je sorte mon sac à dos, dépine mon thermos. Puis comme je te dis, la 3e journée dure labeur, ben c'est là que ton eau n'est pas facile d'accès. Ils font dire que tu veux juste bûcher, man. Tu veux sortir de là, tu bois pas. Et puis là, le soir, vu que tu n'as pas bien bu, ben, tu as de la misère à manger. Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est là que ça commence à s'enchaîner. Si tu n'as pas bien mangé le soir, le lendemain, ben, tu n'as rien dans les jambes pour commencer, là. Fait que là, ben là, tu as tes... Oh, man. Puis en expédition d'hiver, la nutrition, c'est pas hyper complexe, mais tu gardes tout le temps un peu d'eau chaude le soir pour te starter le matin, là, tu sais. Si tu commences le matin à te faire bouillir de la neige pour ta bouffe le matin, tu perds une demi-heure, 40 minutes. Là, le matin, là, faut que tu sortes de ton sleeping. Bang, faut que tu commences ton expédition. Ah oui, c'est ça. C'est pas un brunch, là. Fait que, fait que si tu as de l'eau chaude dans un thermos, déjà là, ton matin, tu peux enchaîner. Mm-hmm. Après ça, tu es sur les collations un peu toute la journée, puis le soir, tu refais ton eau, tu refais ta nourriture déshydratée, puis c'est un peu le bait nutritionnel si tu veux dans une expédition à longue durée. OK. Après ça, ben, point de vue gear, ben là, c'est le camping d'hiver là, qui rentre en ligne de compte. Ben, c'est ça, c'est du stock, là. Camping d'hiver, ben là, c'est la tente d'hiver qui est quand même pesante. Matelas de sol, j'utilise tout le temps 2 matelas, un en foam et un gonflable. Le sleeping d'hiver aussi, quand même léger, mais prend quand même du volume. Ensuite de ça, ben, ton slip, man, il faut tout le temps qu'il reste sec. Toute la notion de camping d'hiver, de gestion, encore une fois, d'humidité, dans la tente, là, tu sais. Il y a beaucoup d'éléments dans une expédition. Ah, c'est ça, c'est beaucoup d'affaires. Je pense qu'il y a beaucoup de documentation là-dessus. Puis je ne veux pas entrer trop dans le détail non plus, mais je pense que n'importe qui ça pourrait l'intéresser. Il y a beaucoup de choses à lire là-dessus. J'en avais parlé avec Philippe Deshôtels à un épisode où lui il fait beaucoup des aventures en autonomie, plus course, mais des longues sorties d'autonomie. Puis c'est un art, je pense. Puis c'est plus tu en fais, plus tu progresses, plus tu apprends là-dedans. Tu as la théorie, je pense, qui est bien de connaître, c'est important, mais après ça, il faut que tu en fasses. Toi, je veux dire, avant de te lancer dans ces grosses expéditions-là, je suppose qu'il y a une part de préparation aussi. Tu dors-tu dehors l'hiver une fois de temps en temps juste pour te pratiquer puis tester ton gear puis tout? Exact. J'ai sur le balcon chez nous, monte la table, ben c'est ça, tu sais. Ah oui, il faut. Puis c'est juste de pratiquer comme la petite transition, de dire, OK, sors de la tente, habille-toi, puis va courir. Puis le soir, ben là, tu sais, fais tes affaires, fais un petit jogging, va te recoucher dans la tente. Juste cette préparation-là, là, t'aides tellement dans tes expéditions. Puis regarde, que tu te couches là, sur ton balcon, que tu couches dans le bois, là, ben, faut que tu pratiques ton camping dans les zones de moins 5 degrés, moins 10 degrés. Ça paraît pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes là, dans ces zones-là, de moins 10 à moins 20, de moins 20 à moins 30. C'est un autre setup, là. Ah, c'est clair. Fait que ça, faut que tu ailles essayer, là. C'est pas le temps d'apprendre en plein milieu des Laurentides que, bon, ben,
t'as eu trop chaud dans ton sleeping, man, tout est mouillé, puis là, tu fais ta raide de ski de fond, puis là, après ça, ben là, tu te couches, man. Ton slip, ton sleeping, il est tout mouillé, là. Tu viens de perdre la garde, tu l'as perdu pour une couple de jours. Là. Tu l'as perdu, man. Exactement. Ben, c'est comme une préparation physique, là, je veux dire, on le dit, on le répète, puis on le dit, dans un ultra, tu te prépares, ou dans une course en sentier, ou une course de route, peu importe, tu te prépares, oui, physiquement, mais il y a toute la part de logistique aussi. Tu ne te mets pas à essayer des choses la première fois dans une course. C'est pas recommandé. Si tu veux manger telle affaire avant une course, mange-en pas le jour de la course, c'est pas une bonne idée. Ah. Ben, le camping d'hiver, je te dirais que c'est le fun, là. Faut en faire. Oui, bon, ça peut être dangereux, je sais pas, là, mais pas tant que ça. Faut que tu le pratiques. C'est tellement le fun. Tu fais un peu de raquette, puis tu montes ta tente, man. C'est cool. Là. Ah, c'est une aventure. Tu peux en faire 2-3 jours, là, pas obligé de partir 10 jours. 10 jours, c'est du stock, c'est extrême. Mais déjà, de faire 48 heures dans le bois, là, c'est un méchant buzz. Non, j'en doute pas, c'est clair. Fait que là, c'est-tu le but de réessayer? Là, maintenant que tu l'as tenté une première fois, est-ce que c'est dans les plans l'hiver prochain ou dans le futur de retenter le sentier Maître Inou? Je suis un gars de plein de projets. Fait que le Sentier des Jésuites, ça en était un. J'avais déjà mes projets pour l'année d'après. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, j'ai tout le temps mes projets pour, tu sais, mes 3-5 ans. Puis là, ça, fallait... Dans ma tête, je le réussissais. Tu sais. Ouais, la fenêtre d'opportunité, c'était cette année. Après ça, l'année prochaine, j'avais un autre projet en tête. OK. Mais, je dois t'avouer que lui, il est tannant. Là, parce il travaille. Ouais, il me travaille. Ça fait une semaine, ça fait pile une semaine aujourd'hui à peu près qui était annoncé justement que tu étais revenu et tout. As-tu le temps de peu faire la paix avec cette décision-là, avec cette aventure-là, ou il y a encore un petit sentiment de devoir non accompli ou un petit goût amer? Ben, il y a eu beaucoup de positifs en arrière de ça. Mm-hmm. Dans les plus puis les moins, là, il y a beaucoup plus de positifs. Ah, c'est cool. J'ai tellement... il y a tellement de monde qui m'ont écrit là, avec du positif pour dire, regarde, ton expédition m'a inspiré. J'ai acheté le livre. Regarde, ça, là, c'est tellement le fun que d'avoir fait une expédition puis d'avoir dépoussiéré cette vieille histoire-là. Puis là, bang, dans l'espèce de communauté de plein air, j'ai popé de quoi, tu sais. Puis là, il y a un intérêt. Là. Ouais. Ça se met une graine, puis là, ça fait son chemin. Là. Exactement. Fait que ça, c'est super positif. Puis, pour un aventurier, tu peux pas... c'est gratifiant. Là. Ah, c'est ça. Ah, ben, c'est cool que déjà, que tu le vois positivement, puis... ça démontre aussi le genre de gars que tu es aussi, là, de te relever, puis regarde, il y a du positif là-dedans, puis on apprend dans ces choses-là, puis on en retire du positif, puis ça va clairement te servir, peu importe quoi ton expédition pour l'an prochain. Je ne sais pas si tu vas en parler ou si c'est des projets top secrets en développement, mais c'est sûr que ça va te nourrir pour la suite. Là. Ah, exact. Fait que là, ben, l'année prochaine, c'est sûr que là, ça me travaille encore ben trop de réussir ce sentier-là. Ah oui. Puis, t'es encore trop jeune pour dire, OK, je vais le faire, mais je dois t'avouer que oui, j'ai repensé déjà aux mathématiques. Dire, OK, la prochaine, si je le refais, là, c'est sûr que je vais avoir une autre approche. Ouais. Cette année, je dois dire que j'avais trop mis peut-être l'accent sur le profil un peu athlétique, de dire, OK, je vais le faire en 10 ou 12 jours. Puis, je m'étais peut-être donné la prochaine fois, si je le fais, je vais dire, bon, regarde, là, je vais avoir une approche peut-être plus sac à dos avec un poste de ravitaillement quelque part pour dire, regarde, plus léger, plus rapide. Puis, tu sais, le prix de l'autonomie, là, ben, je pense que je l'ai
Ben là, c'est faux, là, parce que tu sais, c'est mère nature là, Ah oui. Mais là, je me dis, OK, là, le traîneau versus OK, là, je voulais vraiment être autonome, man. Puis là, de dire, OK, là, je fais le sentier des Jésuites, ça fait comme 40 ans, il n'y a personne qui le veut faire, qui l'a fait. Puis moi, je veux le faire en autonomie. Puis en plus, on était dans le COVID. Et là, ça dédoublait-tu du stock que normalement, vous n'auriez pas doublé certaines affaires? Non, exact. Là, c'est comme si je l'aurais fait tout seul, autonome. Ah, c'est ça. Vous étiez deux, mais tout seul. Là. Deux, mais tout seul. On était comme deux solos qui se suivent de proche. Qui se suivent de proche. Ouais, c'est ça. Ça, man, c'est quand même quelque chose. Tu sais, on fait tout le temps, tu sais, on parle d'ultra, puis FKT, puis tout ça. Dire, OK, je l'ai fait en autonomie. C'était-tu la meilleure approche pour dire, OK, c'était la première fois, tu sais. Je me suis pas donné la tâche facile. Mais le fameux sentier des Jésuites, mais même si je me fais un poste de ravitaillement, il est tellement éloigné que me faire un poste de ravitaillement, ceux-là qui veulent. Disons, j'aurai une équipe l'année prochaine d'un poste de ravitaillement. Ils vont vivre toute qu'une expédition. Ouais, ça va être une expédition pour eux autres aussi. Hein. Oh, ça va être une expédition. Là. Fait que là, j'ai toute cette mathématique-là encore. OK, ça te trotte dans la tête. Là. Ouais, c'est ça. Mais oui, man, c'est trop poche de dire, OK, j'ai pas réussi. T'as encore plein de temps pour le faire. T'es jeune, t'as plein d'années devant toi pour retenter. Écoute, quand t'auras un hiver un peu plus froid et pas de couche de slush, déjà, tu vas te donner une petite chance. Hein? Ouais, c'est ça. Mais comme je te dis, j'avais d'autres aventures de préparer, puis celle-là me faisait ouvrir une autre porte pour une autre chose. Puis, non, c'est ça. Dang! Mais ça a été une très belle expérience. Puis, on verra, là. On verra ce qui suit, mais l'année prochaine, à suivre. À suivre. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Avant de finir, je vois le temps passer, mais je veux qu'on parle des Gringos Running Club parce que j'en ai parlé un peu avec Marie-Ève la semaine passée. C'est un club de course à Québec que tu as fondé. Parle-moi des débuts de ça, puis on veut savoir c'est quoi un gringo. Ça part de où ce terme-là, le terme gringo? Ben, le gringo, c'est un peu parti de mon surnom, tu sais, d'avoir le. Ben, ça partit surtout à mon milieu de travail. De dire, OK, là, le monde avait comme un peu d'intérêt. OK, semaine, court un marathon, puis j'avais pas comme comment dire, le stéréotype du marathonien là, qui avait le soulier ou bien le vêtement technique. Là. Je vais bien t'avouer que mes premiers marathons, là, c'est pour ça que ça avait un peu le nom Gringo. Là. C'est que moi, j'ai fait avec la peur de chouclac qui était dans mon garde-robe. Ah, c'est ça. J'avais pas de vêtements techniques, puis je prenais le gilet qu'ils me donnaient avec le dossard, man, puis regarde. Puis le côté aventurier, comme je te dis, tu sais, c'est une approche gringo, c'est un peu un mindset. Un mindset, une espèce de mentalité. Puis là, le monde, ils ont commencé à courir avec moi, disant, OK, man, on se casse pas la tête, là, on court sur l'heure du midi, on fait une randonnée. Fait que les Gringos, c'est surtout un club social. Puis qui a évolué au fil du temps depuis 2004. Je ne sais pas si je me trompe. En tout cas, on en a fait un vrai club non-profit enregistré. Puis, de fil en aiguille, ben là, on a des sorties à tous les jeudis soirs, de type social encore, comme je te disais. Et puis, on se réunit. Puis, au lieu d'être tout le temps le moins de points de rendez-vous, on va tout le temps comme un peu explorer différentes trails dans la région de Québec. OK. Puis, c'est surtout avoir du fun. Je te dirais que les Gringos en particulier, on a chacun notre plan d'entraînement, chacun fait leurs petites affaires. C'est libre à toi d'inclure la sortie du jeudi dans ton programme, mais c'est plus comme, regarde,
tout le monde a son programme de son bord, puis le jeudi soir, on s'amuse entre nous autres. Ouais, c'est ça. C'est pas un club que vous suivez tous sur le même programme, puis tu fais des plans d'entraînement pour les autres. On se rejoint puis on tripe ensemble. C'est fait très. Moi, ce que je trouve cool à vous suivre, ça fait longtemps que je suis dans le groupe Facebook, puis moi, je dois l'avouer, là, j'étais un gars qui s'entraîne très loner, je suis très loup solitaire dans mon approche. Puis là, je sais pas si c'est la COVID qui me fait l'effet contraire ou si c'est le fait de jaser avec plein de monde, mais là, ça me parle de justement aller vous rejoindre une couple de fois les jeudis puis faire ça. Mais je pense qu'il y a une approche très trail, très laid back qu'on retrouve dans notre communauté de trail, dans ce club de course-là, de juste se rejoindre. Puis il y en a pour tous les goûts. Tu as des fusées. Tu as Dave Clément, tu as des gars à Québec qui sont extrêmement rapides. Puis tu as des gens du mid-pack, du backpack, puis tout le monde tripe ensemble. Là. Exact. Puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ben oui, de fil en aiguille, c'est certain que les Gringos, on a resté comme les jeudis soirs, c'est comme un 10 km. C'est ça qui a été comme un peu plus populaire d'année en année, de dire, OK, je sais pas pourquoi, mais c'était faire 1 heure de trail. Puis là, comme je te dis, ça va être un peu Gringo, on peut faire 1 heure et 20. Mais c'est surtout la gang qui était capable de se faire un 10 km qui ont resté dans le groupe. On a beau faire, disons, des sorties de 5 km, c'était pas du monde qui restait avec nous autres longtemps. Okay. Mais après ça, quand on s'est mis à faire un 10 de trail le jeudi soir, puis j'étais encore un peu fasciné de ça parce que le monde a leur plan d'entraînement pareil, puis un 10 km, c'est quand même pas accessible. Il y en a qui font des courses de 10 km dans leur été, puis c'est leur... mais nous autres, c'est 10 km, même, le jeudi soir. Le monde suit. Et le monde suit, man. C'est ça les Gringos. Mais l'année prochaine, tout dépend aussi d'un peu de tes encadreurs. Là, là tu parlais de Dave Clément, qui est un coureur d'exception. Là. Ah oui. Fait que lui, c'est sûr qu'il est en avant du pack, puis qu'il il y en a dans les Gringos que, c'est cette pace-là en arrière de Dave Clément, mais comme tu disais, on est quand même à une belle variété de différents paces qui se suivent. Et à la fin, c'est juste social. Là. Puis, oui, on peut se déboucher une bière dans le parking après. Puis, c'est pas... Puis, une fois par mois, on fait quand même une activité spéciale. OK. L'année passée, écoute, même... comme Mont-Saint-Anne, faire un peu de vertical là-dedans, du D+. On parlait de Marie-Ève aussi. Exemple du typique Gringos et Marie-Ève, elle disait, hey, allez, on voudrait faire un défi 24 heures. Tu sais. Man, 24 heures. Tu sais, on fait un 24-12-6. Puis en plus, Marie-Ève, elle l'a collé comme en fin de saison. Tout le monde avait fait des courses virtuelles dans le COVID. J'étais là, je pense que 24. Hey man, ça a pogné, là. Ben oui, ça a été fourré de votre affaire. Là. Vous aviez du monde sur le 24, sur le 12, sur le 6. C'est là que j'ai fait Rivière-à-Pierre à Québec. Et puis là, on n'a pas parlé beaucoup, mais moi, pendant ce temps-là, j'étais hors couverture cellulaire. Mais pendant ce temps-là, les Gringos faisaient toutes leurs petites affaires, chacun de leur bord. Puis, de mémoire, là, on était quand même dans 10 puis 12 qui se sont essayés pour un 24, puis chacun a comme sorti ou fait son propre record personnel au travers de tout ça. Ah ouais, c'est malade. Marie-Ève, je pense que c'est là qu'elle a fait en haut de 100 km. Ouais, son premier au-dessus de 100 kg. Première fois, sa plus longue sortie. Première fois qu'elle pognait les 3 chiffres. Là. Fait que là, il a fait comme hey, man, je peux pas, là. Et puis, Marjorie, la blonde à Guillaume, elle a frôlé ou elle l'a fait les 100 km, je ne me rappelle pas, mais elle a fait sa plus longue distance personnelle lors de ce défi-là. Et puis, regarde. Le lendemain, j'ai fait comme il y a un truc qui s'est passé. Là. Il y a un truc qui s'était passé de merveilleux. Puis c'est grâce à Marie-Ève. Puis, très cool. Ah, c'est cool. C'est un club, je pense, qui représente exactement l'esprit trail qu'on aime tout, qu'on jase, que je le répète à chaque épisode, mais cette espèce de convivialité-là, cette espèce de côté
y a-t-il un terme français pour laid back? Je ai de dire laid back, mais tu sais, quelque chose de très. C'est ça, roots. Hein? Disons-le dans la belle langue de Shakespeare, mais tu sais, très laid back, très roots, très course en sentier, course en montagne, on trace une ligne à terre en peinture, puis on y va, tu sais. Oui. Si tu viens à notre sortie jeudi soir, comme je te dis, on change tout le temps un peu de modèle. Fait que c'est vraiment l'esprit de trail. Puis regarde, on peut partir 1 heure, ça peut durer 1h20. Là, tu sais, attends-toi que ça se dépasse. Écoute, c'est comme mes épisodes à moi, des fois, je vise 1 heure, puis c'est tout le temps 1h20, des fois 1h40. Mais écoute, hein, c'est ça, le gringo. Puis l'autobus, tu sais, c'est une autre facette aussi. Tu sais, on voulait, notre mission, c'était comme de rassembler, réaliser, puis redonner. C'est la mission un peu du non-profit qu'on a créé, les Gringos. C'est, rassembler, c'est qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était rassembler la communauté de trail ou de course. Puis l'autobus, disons, des Gringos, c'est un bel exemple. Ah oui. Je pense que là, on a vraiment rassemblé différentes communautés. Comme à Montréal, là, c'était capoté comme ils ont aimé le concept du Gringo. Ah ouais. Ben, ils ont quasiment foulé le bus juste avec Montréal. Ben, c'est ça. C'est une méchante raide de Montréal pour descendre à Percé faire le Gaspésia. Là, c'est ça. Fait là, j'avais lancé le projet, mais bang, l'étiquette, c'était Montréal, là, tac, tac, tac. Ben, ça, c'est l'aspect rassembleur des Gringos. Et puis, dans l'autobus, il y avait du monde de Rouyn-Noranda. Là, et eux autres, ils ont le chauffage jusqu'à Montréal, ils embarquent là. Rassembleur. Et réaliser, ben c'est ça, c'est de réaliser des projets qui sont un peu différents, cool. Fait que, puis redonner, ben ça, c'est le bout le plus dur, mais on le fait de différentes manières. Puis, tu sais, comme l'autobus, c'est quoi redonner? Ben là, je pense qu'on a quand même rassemblé du monde de partout, de la communauté de Montréal, Rouyn-Noranda, puis on a ramené un peu de touristes là, à Gaspésie. Ah oui, exactement. Oui, puis tu sais, il y a aussi l'aspect que souvent, Marie-Ève en parlait, son défi dans la course à la Berry. Toi, je sais que au-delà aussi de votre tentative sur le sentier des Jésuites, il y avait aussi de le rattacher à la cause de. Voyons, j'oublie le nom, la cause de. Sur la pointe des pieds. La cause de sur la pointe des pieds. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi de redonner puis de faire des fois des défis un peu fous. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui s'amuse là-dedans à joindre un défi sportif, un accomplissement à une bonne cause, puis de ramasser, que ce soit le BU, Bromont Ultra, ou que ce soit des défis personnels. David Bombardier, il fait des plans de marde, mais ils sont souvent affiliés avec une cause, puis il y a une levée de fonds qui vient avec ça, puis il y a de quoi de sympathique, puis là, tu redonnes nécessairement rendu là. Exact. Puis un autre exemple, ça serait peut-être aussi le trail urbain de Québec. Je me rappelle plus, le 2018, je pense que j'avais été le directeur de course. Okay. À part de ça, pas mal de Gringo, il y avait 3 postes de ravitaillement. Le poste numéro 3, je me rappelle, c'était Marie-Ève puis Nadia Bombardier. Fait que c'était quand même 100% Gringo. Le ravito numéro 2, c'était mon ami Clément avec Audrey. Ravito 1, c'était Jean-Paul Trudeau, mais je pense que c'était sa femme. En tout cas, c'était pas des Gringos à l'époque, mais ils sont devenus de force en aiguille. On avait fait le balisage. Puis le balisage, la gang, voyons, le trail boréal, Marie-Ève Pellam m'avait aidé. Ouais. Fait que, tu sais, en arrière de tout ça, il y a quand même une belle complicité entre les trailers. Là. Ah, puis, il y a ça qu'on voit partout dans notre communauté, puis c'est ce qui est beau aussi là-dedans. Là. Les cubes, eux autres qui avaient couru avec la Joliette. Là, il y a tout le temps une espèce de carrosse là, avec les cubes, il y en avait, je sais pas, 7-8 qui fait que, tu sais, ça prouve un peu la notion de rassembler, puis de réaliser des choses, puis de redonner. Ah, exactement. C'est ce qui est beau, je pense, dans notre communauté, puis que il n'y a pas de barrière non plus. Je veux dire, le monde se mixe, puis les clubs de course, un peu de monde qui font un peu de tout, puis ça se mixe ensemble, puis il y en a qui amènent des gens sûrement à vos courses, il y a des gens qui se connaissent dans vos courses, dans vos événements, dans vos sorties, qui après ça, ensemble, s'amènent dans un autre club, puis tout se mélange, puis c'est ce qui est le fun là-dedans aussi. Là. Exact. Fait que c'est ça l'esprit Gringo. Tout le monde est la bienvenue. Puis... Écoute, l'invitation est lancée, là, post-COVID, quand on va avoir le droit. Là, moi, je garde ça proche. Puis moi, je te fais une promesse ici en ondes, il va y avoir une trace écrite, une trace
parler. Le premier jeudi, je vais être là avec vous autres, c'est ça. Les jeudis Gringo. Yes. Avant de finir, moi, j'ai tout le temps mes questions avec l'Arnaque, mais avant ça, on s'était dit qu'on allait faire un petit tirage pour Stoked Oats. Parle-moi un peu juste de Stoked Oats, ton partenariat avec eux, puis ils t'ont accompagné justement dans ton aventure sur le Sentier des Jésuites. Tu me dis que ça fait 5 ans que tu es ambassadeur pour eux autres. Oui, ben quand même. Stoked Oats, là, ça part de loin. C'est mon ami Simon Donato qui a parti cette compagnie-là. Je ne sais pas si tu connais l'émission Boundless. Non. Boundless. OK. Prends une note. C'est une belle émission. Encore une fois, Simon, lui, c'est un gars d'ultra. Dans cette émission-là, je pense que ça avait été traduit la saison 1 en français. Ça s'appelait Duo sans limite. OK. Ils font des challenges d'endurance et tout ça. Fait que de fil en aiguille, Simon est devenu mon ami. Et puis, pour en venir à Stoked Oats, ben, que ce soit dans le canot à glace, dans tout, c'est ce que j'ai entrepris dans les 5 dernières années. Ils ont tout le temps été là pour dire allez, on te supporte. C'est cool d'avoir un partenaire comme ça qui est fidèle et qui embarque dans tes aventures, tes expéditions. C'est trippant. Là. C'est un bon produit en plus. C'est un produit que toi, tu consommes dans tes aventures aussi, dans tes expéditions. Dans la vie de tous les jours, moi, Stoked Oats, ça fait partie de la nutrition quotidienne. Toute la famille, mes enfants mangent. Ah ouais, puis tu m'en as amené, puis pour vrai, il est vraiment très bon. Puis je l'ai ici à l'écran. Ceux qui ne connaissent pas Stoked Oats, en fait, pour le concours, c'est simple. Vous allez aller sur le site de Stoked Oats, fait que STOKEDOATS.ca. .com, je vais leur dire. STOKEDOATS.com, donc stokedoats.com. Allez choisir un produit, peu importe c'est quoi. Allez voir ce qu'il y a sur leur site, allez voir leurs produits. Écrivez-moi sa messagerie Facebook ou Instagram de Pas Sorti du Bois. Allez aimer les pages Pas Sorti du Bois. Si vous écoutez ça en ce moment, j'ose espérer que vous aimez mes pages, mais allez aussi aimer les pages de Stoked Oats. Écrivez-moi le produit qui vous intéresse, puis on va faire un tirage parmi toutes les personnes qui m'ont écrit, disons, pour le vendredi 19 mars à 17h. Fait qu'on se donne 2 semaines. Écrivez-moi, puis on va faire un beau partenariat avec Stoked Oats, puis je ferai le pont avec Olivier, puis on fera le tirage, puis on fera un tirage même en Facebook Live. Écoute, on est fou. Comme j'ai fait avec le QMT puis le concours avec Zach, fait qu'on va faire pareil le vendredi 19 mars. Donc, avant de finir, question éclair, NAC, c'est simple, 10 questions. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Je rappelle que le FKT, le Fastest Known Time féminin et overall est à Isabelle Morin en 22 secondes. Côté des hommes, c'est Richard Turgeon en 25 secondes. Fait que c'est quand même rapide. Tu me dis quand tu es prêt, je pars le chrono puis je te pose 10 questions. Go! Route ou trail? Trail. Bière ou vin? Bière. Course organisée ou défi solo? Solo. Granola ou gruau? Griot. Monter ou descendre la montagne? Monter. Question NAC, protéines de grillon ou protéines végétales? Grillon. Gaspésie ou Lac-Saint-Jean? Et les deux. Courir à plus 30 ou à moins 30? Moins 30. Orientation ou canot à glace? Orientation. Beer mile ou défi 24 heures? Les deux. 27 secondes, all right. C'est un des bons temps. 27 secondes, c'est un des temps les plus rapides, mais j'en ai posé une coupe de bonnes. Je veux dire, Beer mile ou défi 24 heures, on n'a pas parlé à cet épisode-ci, mais les Gringos, vous avez organisé un Beer mile. J'en ai parlé avec Marie-Ève. Ouais, ça, faut être membre actif. C'est pas ouvert à tout le monde. Faut être membre actif, ouais. Ouais, le Beer Mile, ça, c'est un autre. Écoute, ça fait 2 épisodes, j'en parle. Si ça vous pique votre curiosité, allez voir sur Google, vous allez voir, c'est bien divertissant. Mais, un gros merci, Olivier. C'était vraiment intéressant de jaser d'aventure, d'expédition. Tu es un gars d'ultra. On n'a pas parlé beaucoup, mais tu as fait des ultras, tu as fait QMT, tu as fait le Gaspésia. As-tu des ultras qui s'en viennent au calendrier, ce que peut être un calendrier en 2021? Là, on s'entend, on prévoit, mais on ne sait pas. As-tu quelque chose qui s'en vient côté course en sentier? Là, je vais te dire que je regarde vraiment pour le Gaspésia. Là, on va regarder. Là, on est encore dans une incertitude totale. Là, ben oui. Bon, en tout cas, j'ai ça. Sinon, j'ai le Bromont Ultra que j'ai dû reporter de l'année passée. Puis, non, ben honnêtement, là, je trouve tellement que c'est une incertitude encore cette année.
Ben, c'est déjà deux bons challenges. Gaspésie. Bromont, c'est quelle distance que tu fais? J'avais reporté le 65 parce que là, j'avais d'autres courses aussi l'année passée. Là, fait que là, je pense que c'est le 65 que j'avais pris. Mais c'est ça. Sinon, ben, ça me dérange vraiment pas d'avoir pas de course organisée. Je vais mettre l'accent sur mes expéditions, puis je vais remettre du temps peut-être pour enfin, OK, qu'est-ce que je fais l'hiver prochain? Ah oui, exactement. On va suivre ça. Puis la porte de Pas sorti du bois sera toujours ouverte pour toi quand tu viendras jaser de tes expéditions. C'est super intéressant. C'est un monde que je connais vraiment moins. Puis je trouve ça le fun de le découvrir à travers toi. Puis c'est le fun. Tu es un gars passionné. Puis c'est ça. Je pense que tu l'as campé dès le début. Tu es un gars, quand tu as de quoi en tête, ben, tu le fais. Puis tu mets les bouchées doubles. Tu mets les efforts. Puis tu te mets un objectif. Puis tu le fais. Fait que non, c'est vraiment, vraiment trippant de te suivre, Olivier. Puis merci de ton temps. Hey, merci Yannick, je trouve ça super le fun ce que tu fais dans la communauté. Là. Je pense que c'est le fun tu fais connaître plein de choses à plein de gens. C'est rassembleur. Un vrai gringo. Un vrai gringo, écoute. On verra première sortie des jeudis quand je serai avec vous si je suis un vrai gringo. D'ici là, Cool. On verra. Fait que merci tout le monde. Merci à David Hébert qui signe mon design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Merci à tout le monde qui m'écrit, qui écoute chaque semaine, qui me donne du feedback, qui me soumet des idées d'invités. Écoute, la liste est longue, puis c'est tant mieux. Moi, j'ai l'ambition de faire ça longtemps, ce podcast-là. Fait que quand vous m'envoyez des propositions, moi, je grossis la liste. Donc, merci Olivier, merci à tout le monde. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.